Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir mesdames et messieurs, petits et grands, bonsoir à vous Aubagnais, Aubagnaises, bonsoir à vous aussi qui n'êtes pas d'Aubagne et même ceux qui ne connaissent pas du tout cette ville, bonsoir à vous si vous êtes joyeux ou déprimés, bonsoir si vous êtes mariés ou célibataires, bonsoir. Oui, Baptiste, je pense que nos auditeurs ont saisi le message. Tu sais, quand tout à l'heure, avant de prendre l'antenne, on a dit sobre et jovial. Oui, va falloir revenir sur la définition de sobre, je crois. Quoi qu'il en soit, reprenons sur le bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Là, tu vois, la première fois, ça suffit amplement. Nous sommes Baptiste et Lulu et vous aurez le privilège de nous entendre animer cette première émission toute la soirée. Vous allez voir, ça va être un régal. En effet, nous vous souhaitons la bienvenue pour la toute première émission Back à Vox, la radio de C2KV. Alors vous allez certainement me dire, quand je dis vous allez me dire, ça veut dire bien entendu, vous allez vous dire, parce que vous allez certainement me dire, vous dire du coup, ne soyons pas cons, ne faisons pas deux fois la même erreur, la première fois ça suffit. Alors vous allez certainement vous dire, ce serait possible de me le dire à moi directement, mais alors il faudrait qu'on installe un système téléphonique auquel les auditeurs, dont vous mesdames et messieurs, auraient pu nous téléphoner et ainsi me dire oui Baptiste, on va certainement se dire que. Enfin bref, vous devez certainement vous dire que, non, mais en plus maintenant que j'y pense, l'idée de communication téléphonique, elle n'est pas géniale, parce que les autres auditeurs qui eux ne se demandent rien, ils n'ont rien demandé justement, et seraient tout de même obligés d'entendre votre voix. Sauf qu'on se doute bien que personne n'a envie de ça. Si les gens aimaient votre voix, vous feriez de la radio, chacun son boulot, et les cochons seront bien gardés. Alors, à mon avis, ce que Baptiste essaye de vous dire, c'est que vous allez certainement vous demander ce qu'est C2KV. Alors non, nous savons que personne ne se demande ça, étant donné que la quasi-totalité de nos auditeurs sont d'une manière ou d'une autre en relation avec C2KV, mais on va jouer le jeu, on va faire comme si. Alors, vous vous demandez certainement ce qu'est C2KV. Oui, voilà, continuez à jouer le jeu comme ça, c'est parfait. Je peux presque voir vos visages creusés par l'interrogation d'ici. Alors, C2KV, qu'est-ce que c'est ? Pour commencer, c'est l'acronyme de C'est quand qu'on va où ? Alors, le 2K dans l'acronyme, c'est parce que le quand et le con sont écrits avec des K. Alors, on ne sait pas. On s'est demandé plusieurs fois avec Baptiste pourquoi ce choix. On s'est dit ouais, peut-être, machin et tout. Mais on n'a pas trouvé de réponse convenable. C'est peut-être l'enfant d'un des membres fondateurs qui l'a écrit comme ça, et les autres membres, pour ne pas vexer ce parent si fier qui a cru qu'il s'agissait d'une bonne idée, ont dit « Ah ouais, super !» Enfin, il ne s'agit que d'une hypothèse. Cela dit, il se pourrait que ce soit une question du quiz prévu en fin d'émission. Heureusement qu'il n'y avait pas un cas en plus, sinon ça aurait fait Cucus Clan, ça aurait été dommage. Merci Baptiste. Sinon, C2KV est une association aubagnaise porteuse d'événements qui œuvre dans l'art, l'expression et la culture, porteuse de nombreux projets dans le pays d'Aubagne, rassemblement de personnes solidaires et toutes joyeuseries. Merci Lulu de nous avoir présenté C2KV, et tu as bien fait aussi de parler du quiz, car vous aurez le loisir d'entendre pendant cette émission tout un tas de choses. Alors on ne vous garantit pas que tout va être bon, on essaye, c'est déjà beau. Ce soir vous entendrez, oui parce que maintenant vous avez commencé la soirée avec nous, autant la finir. Allons au bout des choses. Cette émission basée sur le thème de la première fois, au sens général du terme, vous aurez le plaisir d'écouter une interview par Ludovic, du premier président de C2KV, qui est avec nous ce soir, une chronique à propos de la première fois au collège par Valérie, Alexia et Thierry. Intervieweront Lola et Vincent, membres du festival La Première Fois. Puis Ludovic, à nouveau, nous offrira une histoire gratuite. Paul Church nous parlera dans une chronique de la première fois à la radio. Thierry et Alexia, une fois encore, vont procéder à l'interview de Marie à propos des sites de rencontres sur Internet. Mon très cher collègue d'animation, Baptiste, vous présentera une chronique à propos du cinéma. Ludovic procédera ensuite à une interview à propos de la première fois, et oui, celle à laquelle tout le monde pense. Avec un sujet pareil, vous vous doutiez bien qu'on aborderait le sujet au moins une fois. Et avant de se quitter, on aura lieu effectivement à un quiz qui portera exclusivement sur l'association C2KV, auquel Guillaume, Kevin et Xavier nous feront l'honneur de participer. Et enfin, tout au long de l'émission seront également parsemés des courts témoignages de première fois, et tout ceci sera accompagné d'interludes musicaux. C'est ainsi que nous laissons l'antenne pour un premier témoignage de Judith, puis à Ludovic et à Guillaume, le premier président de C2KV. On se retrouve tout de suite après. Back à Vox 100% local, Back à Vox 100% culture. Je m'appelle Judith Podzé, j'ai 38 ans, je suis ancienne
pro handballeuse. Donc, je suis hongroise. Je suis arrivée en France en 2005. J'ai joué mes 2 ans dans mon carrière en France à Besançon, en première division. Après, le club de Plaine de Cuques qui m'a contacté et j'ai accepté la proposition. Donc, je suis arrivée en Sud en 2007. Après, je suis partie dans le club de Cannes où j'ai gagné le championnat avec le club. Donc, on a monté en 2e division. Et après, j'ai décidé d'arrêter ma carrière pro pour faire mes études. J'ai reçu mon diplôme il y a 4 ans, une DEGEPS handball, qui me permettra aujourd'hui de rester dans ce domaine du handball, même si j'ai arrêté de jouer l'année dernière, définitivement. Et donc aujourd'hui, je suis éducateur sportif, entraîneur du handball et pour l'instant, je suis salarié dans le COS handball. Le premier, c'est toujours difficile en fait quand tu viens dans un pays étranger où tu parles pas de langue non plus. Donc je suis arrivée la première fois, j'ai rien compris, j'ai parlé que anglais pendant 2 ans. Et après aussi, de première fois quand j'ai commencé à entraîner les petits, c'était quelque chose qui m'a gravé dans mon cœur, qui m'a donné l'envie aussi de rester dans ce domaine et continuer à être entraîneur après mon carrière pro. Après, il y a plein de premières choses, mais... Après, c'est difficile toujours la première chose, mais c'était toujours finalement très bien passé en fait. Back à Vox 100% local, Back à Vox 100% culture. Salut Thierry, je suis super contente de te retrouver sur une nouvelle émission. Mais tu sais, du coup, on n'est pas super raccord avec le thème de l'émission, nous deux. Ah bon, pourquoi tu dis ça ? Parce que nous deux, c'est pas la première fois. C'est un peu gênant ça, Alexia. Ah, tout de suite, voilà. Le problème, c'est ça. Dès qu'on dit la première fois, on pense à ça. À ça, à quoi ? La première fois, tu sais quoi ? Tu veux dire la première fois sexuelle ? T'oses pas le dire ou quoi ? Ah, voilà, maintenant, c'est moi qui suis gênée. Ouais, écoute, la première fois, c'est pas que ça. Et pour preuve, aujourd'hui, on reçoit Vincent Gaudin pour parler de la première fois, le festival de premiers films documentaires. Alors pour sa 9e édition, le festival se déroule du 20 au 24 février entre Marseille et Aix. Et cette année, l'invité d'honneur du festival sera le réalisateur Jean-Gabriel Perriot. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors Vincent, tu es bénévole sur le festival depuis 2017. C'est un festival que tu as découvert par amitié croisée suite à une formation cinéma à Paris. Et tu es responsable de la communication presse. Voilà, oui, entre autres. Parce qu'on a une petite équipe cette année de bénévoles. Parce qu'on n'arrive pas encore à se payer là, cette année. Mais oui, on fait beaucoup de choses. Voilà. Quand tu dis une petite équipe, c'est combien de personnes ? Le noyau dur, on est 4 là. D'accord. Voilà, mais en fait, il y a eu une transmission d'équipe. C'est-à-dire que cette année, c'est une année un peu spéciale parce que c'est la 9e édition. Et il y a eu 8 éditions avant qui ont été assurées par une autre équipe qui l'a un peu passé la main cette année. Voilà, une transmission interne qui se passe très très bien d'ailleurs. Et du coup, voilà, on est un peu le sang nouveau de... Donc tu fais partie de la nouvelle équipe avec Meryl Moine, Laurent Lombard et Lola Cantal. Tout à fait. Tu as une vision globale du festival. Est-ce que vous avez travaillé notamment à 4 pour faire la sélection du film ? Comment ça se passe ? Oui, alors la sélection, cette année on a reçu 300 films. Donc, 300 films ? Ouais. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Heureusement qu'on était plus de 4 pour ça, parce qu'en fait on a commencé à faire une présélection avec une quinzaine de personnes, et puis après on a visionné 40 films en 3 jours. Ensuite on a dégraissé. Voilà. Du coup voilà, c'était un gros week-end où on était effectivement 4 à décider à la fin des 12 films qui sont finalement présentés cette année. D'accord. Et c'est que des films français ? Pas du tout, c'est des films qui viennent absolument partout dans le monde. Il y a un film, je sais pas, il y a plein de choses. Alors, il y a un film polonais, il y a un film français mais qui est tourné à Montréal, il y a un film américain, il y a un film bulgare, il y a un deuxième film bulgare, il y a un film qui se passe en Grèce, qui est fait par un Français mais qui est tourné à Athènes.
Il y a un film égyptien, il y a un film italien, il y a un film de Côte d'Ivoire qui a été produit aussi par le Burkina Faso. Il y a des films belges, enfin bref, il y a toutes sortes de choses. Donc de portée internationale, le festival. Voilà, ouais, on a reçu des films de partout en fait. Donc voilà. Alors on précise juste que ce sont des longs métrages, hein, c'est pas un festival de courts métrages, ce que vous faites. Il n'y a pas de... Dans la critère de sélection, on n'a pas de durée. L'idée, c'est vraiment la première fois. Enfin, c'est vraiment notre critère, justement. C'est que ce soit des premiers films. Donc, il n'y a pas l'idée de durée, genre, il faut que ce soit moins de 60 minutes ou plus d'1 heure. Et en fait, c'est au hasard des films qu'on reçoit. En vérité, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de... Donc là, il se trouve qu'il y a plutôt des films longs, mais il y a des années avant où ça peut être 10 minutes, 5 minutes. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas du tout de restriction à ce niveau-là. Là, effectivement, le hasard a fait que la sélection, les films qui nous ont touchés cette année, ils sont plus ou moins longs, enfin plutôt à partir de 30 minutes en moyenne. Voilà. Mais sinon, c'est pas un film de long métrage, un festival de long métrage ou de court métrage, c'est tout format confondu. Voilà. Donc on a démarré tout de suite sur les films, mais on avait prévu une première question qui est: est-ce que tu peux nous expliquer l'origine du nom La Première Fois ? Alors, j'ai du coup enquêté moi-même auprès des fondateurs du festival. Et en fait, ce festival est né donc il y a 9 ans. Et c'est été créé par des anciens du master, enfin à l'époque des élèves du master d'Aix-en-Provence, du master documentaire, qui n'avaient pas d'endroit en fait où montrer leurs propres films à la fin de l'année. Et du coup, ils ont commencé à organiser une soirée de projection. Et de fil en aiguille, c'est devenu le festival La Première Fois. Et, donc l'idée, l'origine, c'est de montrer ces films pour la première fois. Ça sortait comme ils sortaient des études. Et après, ils se sont réfléchis à un nom et ils sont tombés sur ça. Voilà, c'est drôle et en même temps c'est poétique. C'est assez joli comme nom de festival. Puis c'est pas un acronyme ou quoi, donc c'est plutôt sympa. C'est une belle formule, quoi. Ouais, puis c'est évocateur de plein de sensations nouvelles pour et les spectateurs et les créateurs, les réalisateurs. Et puis du coup, après l'idée, voilà, c'était de montrer des premiers films, puisque eux-mêmes ils montraient leurs premiers films en sortant des études. Et l'idée de montrer ces premiers films, c'est devenu l'idée phare du festival. Et en fait, c'est formidable parce que du coup, c'est un festival où on peut absolument pas rentrer dans des dans des trucs d'habitués ou quoi, parce que si c'est son premier film, a priori, tu reviens pas. Donc, si je suis amateur de cinéma mais que je suis jamais allée en festival, est-ce que tu peux me dire ce qui m'attend et comment je dois m'y prendre pour vivre sereinement cette première fois ? Faut se détendre, respirer. Nous, on accueille les gens. L'idée, c'est de créer une ambiance très conviviale. Et on accueille les gens avec des vins chauds, toutes sortes de soupes, de tartines, de crêpes. À l'arrivée en séance. Donc il y a vraiment l'idée d'une ambiance chaleureuse et conviviale. En plus, c'est des lieux à Marseille, donc ça se passe aux Variétés pour la soirée d'ouverture au cinéma qui est sur la Canebière, qui est un cinéma à centre-ville très accessible. Et c'est beaucoup aussi au Vidéodrome 2 sur le cours Julien, donc c'est des endroits qui sont très chaleureux déjà. Et l'idée, après, pour les gens qui ne connaissent pas, tu peux nous dire un petit mot sur le Vidéodrome 2 ? Oui, alors le Vidéodrome 2, c'est une salle qui est associative, qui se trouve sur le cours Julien, et ça fait, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, parce qu'avant c'était un ciné-club qui était le Vidéodrome 1, du coup, et là le Vidéodrome 2, c'est devenu vraiment une salle, donc il y a 49 places dans la salle, et c'est une association qui programme cette salle tout au long de l'année et qui amène des cinémas qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs, qui sont des cinémas plutôt alternatifs. Ils font aussi des rétrospectives de films du patrimoine. Donc il y a vraiment une exigence de programmation pour montrer un cinéma qui ne se voit pas dans les salles comme ça habituelles. Donc c'est un partenaire depuis très longtemps du festival. Et du coup, c'est un lieu très chaleureux, parce qu'il y a aussi un endroit pour boire des coups. Voilà, donc c'est super sympa. Puis c'est vraiment sur le cours Julien, donc c'est l'allée piétonne à Marseille, en centre-ville, et c'est un endroit très chouette. Et donc voilà, tout ça pour dire que oui, pour venir, il faut vraiment
Je sais pas, oui, ouvrir ses papilles, ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles et venir comme ça, quoi. L'idée, c'est de montrer, d'attiser la curiosité des publics et de faire venir les gens pour montrer des films qui ne se voient pas ailleurs. Et en plus, ce qu'on propose aussi, c'est de rencontrer les réalisateurs à la fin de chaque séance, donc avoir un contact avec les réalisateurs ou des membres de l'équipe qui viennent présenter les films. Et il y a un contact très très simple qui s'établit, voilà, échanger autour du cinéma. Donc ouvrir son cœur, son esprit et puis venir profiter du moment. Voilà, tout à fait. Alors tu nous disais tout à l'heure que c'est chaque fois des premiers films, donc c'est difficile de s'habituer, mais pour les gens qui vous suivent depuis la première édition, qui sont les habitués du festival, oui, j'espère. Cette année, il y a une nouvelle équipe, donc il y a une nouvelle dynamique. Est-ce qu'ils vont découvrir des choses nouvelles ? Oui, bah, en fait, après chaque année, il y a une sélection différente, évidemment. Donc voilà, après nous, on a repris les choses qui étaient déjà mises en place, qui sont déjà super. Et notre challenge, là, c'est vraiment d'effectuer cette transition de la meilleure façon possible. Et pour l'instant, c'est très bien, ça se passe très bien. Bah justement, la sélection des films, ça se passe comment ? Est-ce que c'est un coup de cœur ? Est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Non, en fait, le seul cahier des charges, c'est que ce soit un premier film. C'est-à-dire que des fois, on aime bien des films, mais il se trouve que c'est pas un premier film, et du coup, on a le regret de ne pas pouvoir le prendre. Donc c'est la seule obligation, c'est que ce soit un premier film. Après, il y a un documentaire. Et voilà. Après, on est très ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des films, le documentaire aujourd'hui, c'est un art cinématographique qui est très hybride, et il y a aussi des formes un peu documentaires qui tendent vers la fiction, et il y a les deux qui se mélangent. Donc c'est intéressant d'observer ça, et pourquoi pas de sélectionner les films. Et oui, après nous on assume complètement notre subjectivité. C'est-à-dire qu'on est 4 à décider, et il y a pas de, c'est juste des premiers films, c'est tout. Voilà, et c'est notre subjectivité qui s'exprime, et voilà, on peut pas être objectif à un moment donné. Même voilà, déjà 4 c'est bien. Mais, voilà. Alors le festival, il se passe sur plusieurs lieux. Il y a une date fixe en février. Et puis tu nous en as pas parlé, mais il y a aussi une masterclass, un atelier premier G, des séances pour les scolaires. Oui. Tout ça, c'est acté maintenant. C'est chaque année que ça se passe. Ou est-ce que vous avez encore des idées pour faire évoluer ? Puis est-ce que tu peux nous parler déjà de ce Ouais, de alors tous ces oui, événements ? c'est vrai qu'il y a plein de choses. Le festival donc, se déroule du 20 au 24 février, et effectivement, il y a des séances spéciales qui sont organisées pendant le festival, pendant la semaine, dont les séances scolaires qu'on fait en partenariat avec des lycées de Marseille et aussi à Aix-en-Provence. Et l'idée, c'est de montrer un des films de la sélection à des élèves. Donc là, tout à l'heure, il y a Lola d'ailleurs qui s'occupe de ça, qui allait montrer donc, un des films, Le Sein des voyous, qui est réalisé par une Marseillaise en plus, donc ça tombe bien. Voilà, donc c'est vraiment de faire découvrir le cinéma documentaire à c'est l'histoire d'un homme qui est allé en prison assez jeune. C'est ça, au pénitentiaire pour enfants dans les années 70, ouais. Donc, d'accord. Et vous faites réagir les enfants sur ce voilà, thème. Moi j'y pas allé, donc je pas parler pour Lola, mais l'idée, voilà, c'est d'ouvrir en partenariat avec des professeurs, parce que ça se passe vraiment avec des profs, de montrer des films comme ça dans les salles. Nous, on se déplace là-bas, en fait. Voilà, ouais. Après, l'idée, la pédagogie, c'est déjà d'aller dans les lycées, de montrer les films. Et sinon, oui, à côté, il y a aussi l'atelier Premier G. Donc, c'est un atelier d'accompagnement à l'écriture de projets de premiers films et documentaires. Donc l'idée, c'est qu'on sélectionne, on fait un appel à projet, et on reçoit des dossiers avec l'idée, c'est de prendre des films qui ont déjà des tournages, déjà des images à montrer, et on fait rencontrer les professionnels du cinéma de Marseille aux réalisateurs qui viennent présenter leur projet. Donc c'est un accompagnement aussi à la réalisation. Est-ce que tu peux nous dire vite fait quelques mots à propos de l'invité d'honneur, Jean-Gabriel Perriot ? Oui, alors on est très content de le recevoir. C'est un cinéaste assez rare et très politique. Il s'est fait connaître notamment par son long métrage Une jeunesse allemande, qui est sorti en 2015. Et donc là, il va venir présenter beaucoup de courts-métrages, parce qu'il a fait beaucoup de courts-métrages qui n'ont pas beaucoup été vus, notamment dans la région. Et il va faire une masterclass, donc le mercredi 21 février à l'amphithéâtre de la Verrière à Aix-en-Provence, où il va parler de son travail pendant 3 heures. Donc il ne faut pas rater ça, c'est gratuit et ouvert à tous, ce moment-là. Donc c'est vraiment super. C'est un cinéaste très politique et très intéressant.
Et pour conclure, est-ce que tu peux nous raconter un souvenir ou une anecdote de ta première fois, ta première rencontre avec ce festival ? Ah bah oui, alors ma première rencontre c'était l'année dernière et j'étais bénévole, toujours mais différemment. Et je me souviens que c'était une semaine de joie intense. Voilà, je courais partout dans Marseille pour rendre des services et d'ailleurs je n'ai vu aucun film. Donc voilà, maintenant je sais bien, je les ai tous vus, je suis bien rattrapé. C'était super. Eh bien, Vincent Godin, on te remercie. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. On rappelle que le festival, la première fois, se déroule à Marseille et Aix du 20 au 24 février. Et toutes les infos utiles sont à retrouver sur le site www.festival-lapremierefois.org. Bac à Vox 100% local, Bac à Vox 100% culture. Dis-moi Lulu, tu trouves pas que c'est au collège quand même qu'on fait la plupart de nos premières fois ? Bah je sais pas, c'est les premières vraies soirées où on rentre pas chez soi, quoi, où les parents ils nous laissent et tout, on va chez les potes, c'est les premières fois qu'on boit de l'alcool, qu'on fume, enfin tu vois, ce genre de choses. Ce thème est très difficile car tout le monde a eu une première fois dans sa vie. Ne voulant pas rentrer dans le détail de ma vie amoureuse, j'ai donc décidé de vous raconter la première fois où je suis rentrée au collège. Eh oui, dès le jour où j'ai appris que je passais en 6e, j'ai commencé à angoisser. Ce nœud s'était formé dans mon ventre et ce nœud s'est amplifié au fil des jours. Je me posais plein de questions. Je tombais dans une classe où je connaissais au moins une personne, car la plupart de mes amis étaient orientés vers l'autre collège de la ville. Les professeurs seront-ils sympas ? Quel sera mon emploi du temps ? Est-ce qu'on visitera le collège ? De plus, j'habitais juste à côté de ce fameux collège qui faisait à l'époque aussi lycée. Je le voyais immense et je rêvais chaque nuit que je me perdais dans les couloirs. Le jour de la rentrée est arrivé, j'ai dû vomir toutes mes tripes avant d'y aller. Mais toujours avec ce fameux nœud au ventre, j'ai pénétré dans la cour du collège et quelle fut ma surprise quand je vis qu'il y avait des amis que j'avais perdus de vue et qui aussi étaient orientés dans ce collège. Le professeur principal fit l'appel de sa classe et nous fûmes toutes dans la même classe. Le nœud au ventre partit comme il était venu. Quant à l'angoisse de me perdre dans les couloirs, elle est partie le jour même de la rentrée, car il y avait des redoublants dans ma classe qui connaissaient très bien les bâtiments. Je fus rassurée également, car la partie collège était séparée de la partie lycée, donc ce n'était pas aussi grand que ce que j'imaginais. La classe et les profs étaient très sympas, je me fis plein d'amis et j'ai gardé jusqu'à la fin de ma scolarité et encore aujourd'hui. Moralité, ne pas se prendre la tête quand on n'a pas encore la réponse. Bac à Vox 100% local, Bac à Vox 100% culture. Après cette interlude, nous allons laisser la parole à notre ancien président. François Hollande ? Mais non, Pas Sarko quand même. non, le premier président de C2KV. Je suis rassuré, c'est quand même bien mieux. Alors, bonjour à tous et à tous. Ici Ludovic, alias Nestchops, pour la radio Bac à Vox, et je suis en compagnie de Guillaume Pineroso. Enfin, je le prononce bien ? Bon, désolé. Alors, va pour le Guy alors. Dans ce cas-là, déjà, bonsoir. Et je vais te poser tes questions par rapport à toi ainsi que ton rapport à C2KV. Donc ne tremble pas, tout va bien se passer, je peux te le promettre. Et je peux te tutoyer parce qu'on se connaît déjà. Oui, depuis un bout de temps. Mais chers auditeurs, ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer et vous en saurez un peu plus durant cette interview. Alors, est-ce que tu es prêt ? Ok, on y va. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton premier contact avec C2KV ? Wow, c'est compliqué, ça remonte à longtemps maintenant, mais on va dire que c'est des rencontres avec certaines personnes que vous aurez l'occasion d'entendre plus tard dans l'émission apparemment. Et ça remonte au début des années 2010, on va dire, voilà. Notamment avec un ami qui avait pour ambition de participer à l'organisation d'une fête de la musique. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu te souviens de ta première action en tant que président ? Ouais. Alors j'ai râlé. J'ai râlé une première fois, une deuxième fois, et puis j'ai vu que les gens trouvaient ça drôle et j'ai continué. Voilà. Non, c'est parce que ceux qui me connaissent savent que c'est un exercice que je manie bien. Mais ma première action, je sais plus trop. Ça a été tellement collectif, donc je peux pas le concentrer que sur moi en fait. Au début, ça a été beaucoup de prises de décision, on a beaucoup discuté.
et beaucoup râler tous ensemble en fait. D'accord. J'ai oublié de préciser aussi que ces questions, c'est bien sûr en rapport avec la thématique du plateau, la première fois. Donc, bien entendu, ça va être un petit peu récurrent. Alors, il y a aussi une question un peu à part. Est-ce que tu peux nous raconter justement la meilleure anecdote que tu as eue, une des meilleures, là où tu as préféré? Je sais pas. C'est compliqué là comme ça. La première, non, mais une anecdote récurrente, c'est qu'on était fiers d'avoir trouvé ce nom-là, écrit de cette manière-là d'ailleurs. et en fait, à chaque fois qu'on dit qu'on est l'association C'est quand qu'on va où, on est obligé de nous faire répéter. Et on nous demande comment ça s'écrit, comment ça se prononce, comment ça se prononce, et c'est un truc qui est assez drôle en fait. J'ai jamais vu quelqu'un arriver à le dire dès la première fois, à l'écrire dès la première fois. C'est très bien en fait. Bon, écoutez, c'est l'association C'est quand qu'on va où. Je répète encore, c'est l'association C'est quand qu'on va où. Encore une troisième fois, c'est l'association C'est quand qu'on va où. Bon, j'espère que cette fois-ci, je te libère d'un fardeau. Bon, eh bien, le défi est lancé. Donc, une des pires ou la première pire anecdote. Non, il n'y en a pas eu, sinon une des moins cool. Il y a eu quelques échecs, et bien sûr, il y a eu des fermetures, il y a des projets qui se sont arrêtés, on n'a pas réussi à pérenniser certaines actions. Donc, forcément, ça peut se voir comme des échecs, mais en fait, il n'y a pas de pire au sein de l'association, parce que tout ce qu'on vit et qui n'est pas forcément positif, on va dire, on en tire toujours des leçons. Donc, là, pour le coup, je ne veux pas faire de la démago, mais c'est un peu compliqué de sortir quelque chose de mauvais qui ressortent de C'est quand qu'on va où, quoi. Donc voilà, le pire, je dirais, la perte de certains collègues en cours de route parmi les membres fondateurs. C'est dommage, mais après, voilà. Il n'y a que du positif après derrière. Mais il y en a toujours eu, il y a toujours eu des nouveaux, et des nouveaux qui sont devenus des anciens, qui expliquent aux nouveaux comment devenir des anciens, et c'est vrai, exactement. Le fait que tu parles d'ancienneté et tout ça, c'est une super transition pour la prochaine question, qui est, comme je te sais animateur, directeur de centre aéré, et j'aimerais savoir comment tu arrives à gérer justement toutes ces casquettes et le fait que tu ne pètes pas un câble en te changeant tel un caméléon pour plusieurs situations, quoi. Déjà, je dirais que j'y arrive pas dans un premier temps, vu que je pète quand même des câbles. Mais heureusement, il faut lâcher quelques soupapes de temps en temps. Par contre, c'est juste qu'en fait, les deux sont liés, extrêmement liés. Ce qu'on fait au sein de C'est quand qu'on va où, c'est ce qu'on avait appris déjà à la base dans ce métier d'animateur. Et puis, dans le métier d'animateur, j'ai réussi à y mettre un peu ce que j'apprenais des autres dans C'est quand qu'on va où. Donc, c'est intimement lié. Après, le travail, c'est le travail. De toute façon, quand déjà, on n'y va pas avec la même dynamique. Même si le travail, il est super, il est cool, il est tout ce que tu veux, on y va parce que, voilà, à la clé, il y a quand même un salaire à avoir. Et l'associatif, c'est du volontariat, c'est bénévole, et c'est pas du tout la même dynamique. Donc, du coup, la casquette, inconsciemment, on n'a pas la même. On n'a pas la même exigence quand on est dans l'associatif que quand on est au travail. Donc ça se fait assez naturellement, mais c'est vrai qu'après, des fois, il y a beaucoup d'amalgames qui se font. Vu que les personnes avec qui je travaille sont les personnes qui sont dans l'asso, forcément, les discussions sont croisées, et ça, c'est un peu difficile par moment, quoi. Mais dans l'ensemble, on s'en sort bien, on arrive à faire la différence quand même. D'accord. Eh bien, pour la prochaine question, je vais t'inviter à quelque chose de très spécial. Je vais t'inviter à un voyage dans le temps. On va voyager alors, voilà, histoire de requinquer un petit peu l'interview. Donc, on va voyager dans le temps ensemble. Et on est maintenant en 2008. Et en 2008, tu travaillais dans une colonie de vacances. Et du coup, tu te rencontres toi-même. Tu rencontres le Guillaume de 2008. Et du coup, que lui dirais-tu ? Qui va se régaler.
Sur les 10 prochaines années, il va se régaler bien plus que ce qu'il s'était régalé sur les 10 années d'avant, en tout cas. Et je sais pas, en fait, je lui dirais de rien changer parce que c'est ce qu'il est qui fait que les choses se passent comme ça autour de lui aussi un peu. Donc, je suis pas trop fataliste, mais un peu quand même. Mais enfin voilà, les choses elles sont comme elles sont, donc je lui dirais de faire exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire de pas réfléchir en fait. Je sais pas, je pense que c'est mon naturel qui a fait que je me suis entouré de gens qui m'ont tiré vers le haut à un moment donné. C'est ça, moi, je crois, ma grande chance. Et c'est la chance que c'est qu'on va où à, c'est qu'on a souvent rencontré des gens qui nous ont tiré vers le haut. Et donc, du coup, cette personne, je lui dirais que, voilà, de ne pas s'inquiéter. Un jour, elle pourra dire qu'elle a de la chance. Ouais, je lui dirais ça. Donc la force vient de la coopération. Je demande ça parce qu'il y a des personnes qui ont un avis différent, qu'il faut uniquement compter sur soi-même si tu es fort, tu réussis, et si tu es faible, tu échoues. Mais si tu collabores, tu brises tout le game. Ouais, après, c'est le mot collabore qui est un peu peut-être compliqué à encaisser. Ouais, voilà, parce qu'il a un passif assez lourd quand même. Mais je dirais juste... non, mais c'est vrai. Non, mais oui. De toute façon, voilà, il y a des pays comme la Belgique, ils ont choisi l'union fait la force comme devise. Voilà, et oui, c'est vrai qu'il faut savoir s'unir et ensemble, on va peut-être plus loin. Il y a une phrase comme ça, je crois, à la gare d'Aubagne. Un truc comme ça. Ouais, seul, on va loin plus vite. Enfin, bref. On s'en fout. Ouais, allez voir, et puis à la prochaine émission, vous nous dites. Ouais. Donc, allez, les dernières questions, et après, ça sera bon. Parce que là, ça va être une question qui va te pousser justement à bien réfléchir. Donc, ces deux KV en une phrase devant ton meilleur pote. Comment tu les décrirais ? Écoute, je dirais que c'est un endroit, je sais pas, mon meilleur ami, quelqu'un que je tiens fort, ou mon vrai meilleur ami, enfin, ouais. Je lui dirais de me rejoindre et de voir par lui-même ce qui est cool au sein de ces deux KV, quoi. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que moi, je lui donnerais une définition, mais une autre personne lui en donnerait une autre. Pas tout le monde vient dans l'assaut pour les mêmes raisons. Et donc du coup c'est compliqué. Moi je lui dirais viens, tu vas voir, c'est génial, on se déguise, on délire, on déconne. Il y en a un autre qui dira non, viens, tu vas voir, c'est génial, on branche des câbles, on s'amuse. Enfin c'est assez donc je lui dirais que c'est viens, parce que si tu sais pas quoi trouver ou chercher, tu vas trouver un truc quoi qu'il arrive dans ces camps qu'on va où, quoi. Donc je lui dirais viens, c'est un endroit où si tu cherches rien, tu trouves des trucs. Et ces deux KV en une phrase devant le maire d'Aubagne. Un exemple de réussite à suivre, à regarder, à voir, à peut-être répercuter dans sa ville. Non, je lui dirais peut-être d'être cool et de nous laisser faire la caisse à savon prochainement dans ces rues. La course de caisse à savon, exactement. Un projet qui est en train d'émerger au sein de ces camps qu'on va où. Et on aimerait bien pouvoir le réaliser dans les rues d'Aubagne. Et du coup, forcément, on va devoir lui dire ce que c'est quand on va où. On verra l'inspiration qu'on aura sur le moment. Des caisses à savon. Est-il collectionneur de savon marseillais alors ? Ah non, rien à voir. Bon. Eh bien merci Guillaume. Merci à toi, c'était super sympa. Guillaume Pisonero, parce que j'ai appris beaucoup sur toi, du coup, grâce à cette interview, ainsi que de prononcer correctement ton nom de famille. Donc voilà. Eh bien, merci chers auditeurs, c'est tout et pour cette interview qui était fort agréable. À bientôt. Back à Vox. L'écho vaousien. Bonjour, je m'appelle Michel. Et je vais vous raconter la première joie que j'ai eue le jour où je suis montée dans ma voiture après avoir eu mon permis et que je me suis retrouvée toute seule au volant. Ça a été une joie immense qui a commencé quand j'ai appris à conduire, parce que j'ai appris à conduire, j'avais 28 ans, donc j'avais un peu manqué des périodes de profiter de conduire.
Et puis comme c'était difficile parce que j'avais 2 enfants en bas âge et aller prendre les cours, déposer mes enfants, apprendre le code, prendre les leçons de conduite, j'étais motivée, mais ça m'était plus difficile qu'à 18 ans. Donc quand j'ai passé mon permis, que j'ai eu du premier coup, inutile de vous dire que quand je suis sortie de la voiture, j'ai sauté au cou de mon moniteur parce que j'étais très heureuse de cet exploit. Bon, j'ai pas embrassé l'inspecteur parce qu'il n'était pas très sympa. Et puis, quelques jours ont passé et je me suis retrouvée au volant de ma voiture à prendre la route comme une grande. Et là, mon cœur a battu et j'étais très heureuse. Bacavox, la web radio de C2KV. Bacavox, 100% local, 100% culture. Bonjour, je m'appelle Gabrielle et j'ai 12 ans et je vais vous raconter quand j'ai pris le bateau pour la première fois. Alors j'étais avec ma marraine, mon tonton et mes cousins et sur le bateau il y avait des piscines, des bars et c'était bien. Et quand on est arrivé en Corse, on a fait 1 heure de route ou 1h30, je me rappelle plus, et on avait vu la mer, les montagnes et tout. Bacavox 100% local. Bacavox 100% culture. Dis-moi Lulu, c'est quand... Alors attention, c'est très technique comme question. C'est quand la dernière fois que tu as fait une première fois? Salutations, ici Nest Chops et bienvenue dans cet épisode spécial d'Histoire gratuite. Je rappelle le concept de l'émission, je raconte une histoire et je laisse cette histoire à nos chers auditeurs qui peuvent se la procurer et à la détourner en la réécrivant, en faisant des dessins et tout ça, car elle est libre de droit et vraiment modifiable pour tous et pour toutes. Très bien. C'est l'histoire de 2 frères. 2 frères orphelins, dont l'un était doué au dessin et à raconter des histoires, et l'autre était doué pour composer, créer et chanter n'importe quel son musical. Les 2 frères allaient à l'école, malgré qu'ils n'avaient pas de parents. Ils allaient tous les 2 à des cours d'art plastique. Et ils aimaient beaucoup l'art plastique, car tous les 2, ils étaient artistes. Ils étaient très talentueux, mais malheureusement, le travail qu'ils produisaient ne convenait pas à leurs professeurs, car il ne correspondait pas aux critères de l'école, ainsi que de l'académie. Mais avec les rêves plein la tête, les 2 frères ne voulaient pas baisser les bras. Ils se sont dit, si on échoue dans nos cours d'art plastique, eh bien, on essaiera quand même de faire de l'art par nos propres moyens. Mais un des 2 frères se demandait, mais comment veux-tu qu'on fasse de l'art si on n'a pas de structure qui nous accueille, qu'on n'a pas de famille et tout ça, quoi. Alors l'autre frère se mit à réfléchir longuement. Puis, au cours de ses recherches, il tombe sur une famille qui, justement, cherchait des artistes un petit peu perdus, un petit peu dans la nature, des artistes errants. Et du coup, c'était une occasion pour se mettre au devant de la scène, ainsi que d'exprimer toutes les histoires, tous les dessins et toutes les chansons qu'ils avaient en tête. C'était une espèce de bac à sable ou de pépinière d'artistes. Alors les 2 frères se jetèrent sur l'occasion pour exprimer leur art pleinement. Accueillis et bien traités, ils consacrèrent leur temps à fabriquer et à créer du contenu pour justement le partager et l'exprimer. La famille qui les accueillait était très très généreuse, très gentille, très bienveillante envers ces 2 enfants perdus qui n'avaient pas de parents. Et peu après, cette famille les considérait comme leurs propres enfants. Et les 2 frères les considéraient à leur tour comme leur propre famille. C'est ainsi qu'ils continuent à faire leur émission, à faire leurs projets,
et à faire tout leur art qu'ils n'avaient pas pu faire quand ils étaient à l'école. Et c'est ainsi, chers auditeurs, que j'ai raconté ma première fois quand j'ai dû créer l'émission radio d'histoire gratuite. Et donc, cette histoire, je dois le reconnaître, c'était une métaphore de mon propre parcours avec la radio Bacavox. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Bacavox 100% local, Bacavox 100% culture. Je m'appelle Kalou, j'ai 38 ans et je vais vous parler de la première fois où je suis rentrée dans la crèche où je travaille actuellement. J'avais 15 ans, j'accompagnais mon filleul et j'ai eu un déclic, j'ai décidé que je travaillerais un jour dans cette crèche. Donc j'ai fait mon stage de 3e dans cette crèche, j'ai adoré et ensuite j'ai suivi un autre parcours professionnel mais je suis revenue à mes premières idées. Et j'ai tout fait pour être diplômée et ensuite travailler dans cette crèche dans laquelle je travaille maintenant depuis 10 ans et j'en suis ravie et c'est un moment qui m'a vraiment marquée à l'âge de 15 ans. Bacavox 100% local, Bacavox 100% culture. Je m'appelle Jean-Luc, j'ai 70 ans et je me souviens d'un jour de 1966, j'étais en ma dernière année de lycée et j'ai fait ma première manifestation. Et c'était contre la bombe atomique française à Mururoa, à Tahiti. Et on était un certain nombre à être scandalisés que la France fasse des essais nucléaires comme si c'était innocent. En fait, une bombe c'est quand même très très grave. D'autant que ça a contaminé toute la région. Et depuis, il y a des tas de gens qui ont des cancers, etc., etc. Voilà, c'était ma première manifestation. C'est bien ça qui a lancé mon militantisme pour la vie. Bon, il n'y a pas que ça. J'étais d'une famille un peu politisée, voilà. Bacavox 100% local, Bacavox 100% culture. Mais qu'est-ce que la radio de la culture et de la jeunesse ? Alors l'ambiance en général est toujours très bonne, très conviviale. Et quand je pense à la web radio en ce moment, je pense à la découverte, ça se retrouve dans les deux, à la curiosité, aux échanges également. Et les échanges, j'ai envie de dire que c'est la clé de voûte de l'éducation populaire, une des valeurs essentielles de la MJC. Je peux être insupportable et donc on peut confirmer. Merci. Non mais au moins ça met l'ambiance, c'est génial, on s'ennuie pas. J'ai quelques personnes là, mais vous êtes comme des machines. Oui. On a donné vie à tout ça et je crois que c'est formidable. C'est vrai que les téléfilms, ça reste quand même de la fiction. Messieurs les chevaliers, s'il vous plaît, aidez-nous. Nos garçons ont été enlevés par des gobelins. Bon, déjà, vous avez commencé à descendre de vos poneys, les deux rigolos. Béa et Hélène. Béa et Hélène. Qui auraient dû parler de la touche féminine, justement, ce soir. Oui, mais elles sont allées à la plage. Bonjour, maintenant nous allons partir à la recherche du paradis perdu entre ciel et terre. Vous faites de la spéléologie dans les arbres. Nous allons descendre dans les profondeurs de la MJC. Au fin fond de son antre glauque et insonorisé, Guillaume s'occupe du studio de musique assisté par ordinateur. Qu'on appelle des hardware, qui sont dans un rack. C'est le début d'une nouvelle aventure. Pour la majorité d'entre nous, c'est comme sauter à pieds joints dans l'inconnu. Et ça, c'est très enthousiasmant. Alors même si c'est le début aujourd'hui et qu'on a bien compris que le véritable lancement aurait lieu en octobre, c'est vraiment très très bien, une très bonne chose. Donc on monte RMJC, puisque c'est le nom que vous lui avez donné. Ça se déroulait autour de la fête de la paix. La MJC a organisé un grand concert. Faire rebondir les mots comme une balle de caoutchouc, raver les esprits, comme les boum d'une rêve partie. Rêver être parti comme libéré dans une trêve. Punir sans prévention, détruire l'éducation, ils font pire, empire du pognon. Un autre monde est
est-il possible ? Voilà, donc c'est le grand slam du micro de bois d'argile. Alors, le Pige est un lieu ressource pour les 13-25 ans. Vous arrivez aux abords d'un village. Ce village, vous voyez qu'il y a une petite troupe de paysans en train de hurler de colère contre le régent de ce petit bourg. Cette œuvre éphémère qui sera détruite. Comme chaque année, depuis 9 ans, se déroule la manifestation 100% théâtre de la MJC d'Aubagne. Donc il y a 6 maisons de quartier. Il y a la maison de quartier du centre-ville, la maison de quartier du Pain Vert, la maison de quartier des Passons et maison de quartier du Charel et de la Tourtelle. Je tenais à faire une parenthèse pour rappeler qu'Aubagne est une ville solidaire, donc une ville peuplée d'associations. Ne pas oublier que la MJC en est une, bien sûr. Et donc je trouve ça beau, dans une petite ville comme ça, qu'il y ait autant de solidarité. Que ce soit en termes de culture, puisque voilà, nous avons la volonté de créer un pôle jeunesse culture sur la ville, avec la MJC. Le projet il prévoit la création d'une salle de spectacle, d'une nouvelle médiathèque, d'un musée international du Santon de la céramique et d'une maison des jeunes de la culture, donc la MJC. Depuis le vote du budget de la structure, vient de subir une très grosse baisse de subvention qui met la vie de la structure en péril. Cette pièce qui raconte en fait l'histoire d'un employé de bureau qui se démène pour demander une augmentation à son chef de service. Arrête de il a pas sonné, salaud. Il a pas sonné. Je vais être en retard au boulot. Ou bien le chef de service est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il vous a répondu quand vous avez frappé. Vous êtes entré. Il vous a dit de vous asseoir. Ce que vous avez fait. Vous lui avez narré par le menu toute la délicatesse de votre situation économique et vous lui avez demandé une augmentation. Vous raclez la gorge et vous exposez votre problème. Alors, c'est à cette heure-là qu'on arrive. Ah non, ce n'est pas Bruno, c'est Paul-Antoine, d'accord. Un pays qui baisse aussi les financements de la culture est un pays qui prend un chemin vers le fascisme. Il vous a promis d'appuyer vos revendications. Et vous a laissé entendre qu'une réponse favorable pourrait vous être donnée dans un délai qu'il a, plus ou moins arbitrairement, fixé à 6 mois. Parfois on est en haut, parfois en bas, mais il faut toujours garder l'espoir que... Si vous deviez nous donner un lieu où les jeunes Aubagnais se rendent souvent, où ils restent en groupe. La MJC. La MJC. La MJC. La MJC. Bac à Vox 100% local. Bac à Vox 100% culture.